Ensuite, il est parti à Saïd, en Algérie, où là, il était auprès des Baddaf, toujours en tant que médecin militaire. Et là, il a commencé à s'intéresser à l'hygiène. C'était donc un médecin hygiéniste. En aucun cas, toujours à l'époque, il n'était prédestiné à la médecine légale. Et puis, il est arrivé sur Lyon en 1874. Et en 1874, il était là-bas pour une chaire, puisqu'on appelait ça détenir une chaire, pour détenir une chaire d'hygiène. Et quand la place a été vacante, lui, il a voulu avoir donc c'est Alexandre Lacassagne, il a voulu une chaire de médecine légale. Mais sauf qu'il n'était pas tout seul sur la liste. Il y avait 9 médecins dont lui, dont le docteur Henri Coutagne, qui était déjà à la médecine légale à Lyon et qui, logiquement, aurait dû remporter cette chaire médico-légale, d'avoir la présidence. Surtout qu'à l'époque, lorsque l'on voulait avoir un poste comme celui-ci, il fallait être un bourgeois, faire partie de la bourgeoisie. Être déjà soit dans la politique, soit dans la bourgeoisie locale. Lacassagne n'était pas du tout lyonnais, il arrivait de Cahors, il était passé par Strasbourg, puis il était allé en Algérie, en aucun cas il était du cru. On suppose très certainement que c'est son ami d'enfance qui l'a été, parce que quand il était du côté de Cahors, il jouait souvent avec le fils du voisin, un dénommé Gambetta, le petit Léon, qui, à l'époque, justement, commençait à avoir un rôle très important dans la Troisième République, donc il a eu ce poste. Et là, Lacassagne va faire, au fur et à mesure, des tas de choses extraordinaires. Il a découvert énormément de choses. Donc là, nous avons Lacassagne en militaire, et Alexandre Lacassagne quand il prend la chaire à Lyon. Et va arriver en 1881 une première affaire. Lui, il est déjà à la médecine légale depuis 1879. En 1881, on va repêcher sur les bords du Rhône le cadavre d'une femme mutilée. On ne sait pas qui elle est, et il manque des pièces du corps, elle a été démembrée. Et donc, la première invention de Lacassagne, c'est de faire ce qu'on appelle le croisement des compétences, qui est toujours appliqué aujourd'hui. Avant, juste avant cette affaire-là, il n'y avait rien. Il y avait une autopsie, et puis il y avait la police qui enquêtait. Et là, lui décide qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose déjà pour qu'on identifie cette femme. Donc, il va faire venir Louis Bernoux, qui est un grand photographe de l'époque, qui photographiait surtout la famille princière italienne. Il va le faire venir à la morgue qui est une morgue flottante, on va y revenir juste après. Il va faire venir à la morgue, il va faire des photos du corps qui vont paraître dans la presse pour tenter d'identifier. Mais on a là un corps qui commence... Oui, comment Bernoux. Bernoux. Ouais, Bernoux. B-E-R-N-O-U-D de mémoire. Alors là, je suis pas sûr, mais je peux vérifier. Okay. Ouais, non, je peux vérifier dans le livre, moi je l'ai dans le livre. Merci. Faut que je vérifie, je le redirai après. Et donc, il va faire ces photos. Ensuite, dans le croisement des compétences, on a le corps était dans un sac. On a trouvé ce corps dans un sac et le sac était fermé par un lien. Mais un lien métallique que personne ne sait d'où il vient. Et donc là, il va décider de faire intervenir un chimiste pour analyser ce lien, pour avoir la composition du lien et savoir d'où il vient. Et puis un corps démembré qui a été immergé dans l'eau, puisque le sac s'était ouvert, il y avait des pierres, il avait été lesté, qui est remonté. C'est déjà un corps qui est, comme l'on dit, corrompu et qu'on ne peut pas conserver longtemps. À l'époque, on n'avait pas de chambre réfrigérée et il y avait très très peu d'embaumement. Donc il sait que ce corps va disparaître. Mais il sait aussi que les plaies qui ont été faites sont très importantes et ont été faites d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'était une personne qui connaissait l'anatomie, mais pas très bien l'anatomie humaine. Donc on peut avoir des doutes sur un boucher ou autre, mais il a su démembrer correctement. Et donc il va faire intervenir un mouleur pour faire des prises d'empreintes du corps, des plaies, juste avant qu'il soit inhumé. Tout simplement pour, si on retrouvait une arme, si on retrouvait les autres membres, savoir qu'ils correspondent bien à ce corps-là. Et donc, sur l'affaire de l'île Barbe, Lacassagne invente le croisement des compétences, qu'on utilise toujours aujourd'hui. Dans une enquête criminelle, on fait intervenir des tas d'experts différents. Il n'y a que dans les séries où un expert sait tout faire. En fait, on a un expert en traces de sang, on a un expert en balistique, on a un expert médico-légal. Chacun est un expert dans sa profession. On ne peut pas être expert en tout. Il y a tellement de choses à connaître.
L'entomologie médico-légale, c'est une expertise à part, ce sont des études à part. On peut avoir des bases, mais pour connaître correctement, il faut à chaque fois suivre une filière pour devenir expert. Et donc le corps était conservé, comme je vous disais, sur une morgue flottante, que l'on voit ici. La morgue flottante, c'était ce qu'on appelait une plate. Une plate, c'était les anciens bateaux des lavandières pour laver le linge. Et donc, comme il n'y avait pas de morgue véritable en dur, là on est face à l'Hôtel Dieu, qui était le grand hôpital de Lyon à l'époque, les cadavres étaient transférés, surtout ceux qui étaient repêchés dans la Saône ou dans le Rhône, sur cette plate. Et pour les conserver, on n'avait pas, les équipements réfrigérés n'existaient pas encore, ou n'étaient pas réservés au corps. Donc on puisait l'eau du Rhône, qui était assez fraîche, et qu'on laissait couler sur les corps. C'était comme ça qu'on arrivait à conserver. Mais ce qui est encore le plus épatant, et vous aviez la même chose à la morgue municipale de Paris, c'est que vous aviez une grande rampe d'accès qui était là, et à l'intérieur de cette morgue, on pouvait voir à l'extérieur de cette morgue des longues files d'attente. Les bourgeois, les gens venaient au spectacle, venaient soi-disant essayer de reconnaître les corps, mais en fait, ils venaient se repaître du paysage de la mort, de voir des visions d'horreur. Ils venaient exprès pour ça, au spectacle. Et lorsqu'on a eu cette femme de l'île Barbe, c'était impressionnant. On a été obligé de faire venir les forces de l'ordre de temps en temps pour évacuer, pour faire fermer, parce qu'il y avait une personne qui s'appelait le père de l'Aigle, qui était celui qui gérait cette morgue. Eh ben il était obligé de faire venir les forces de l'ordre et de dire à un moment donné, stop, on arrête, il y avait trop de monde. D'où aussi l'idée de ces photos. C'est-à-dire que ça permettait plus d'exhiber le corps, mais de laisser les photos. Les gens pouvaient venir par les photos. Alors ça a été assez intéressant, parce que les gens qui venaient, il y a des gens qui reconnaissaient. Mais ça ne correspond pas du tout. Alors est-ce que c'était des gens qui auraient bien voulu que la belle-mère soit décédée, des choses comme ça, mais on en a plusieurs qui sont venus, qui ont tenté de dire « Ah mais je la connais bien, je la connais bien ». On a été quand même jusqu'à donner une personne, elle a dû faire envoyer un télégramme de Chambéry pour dire « Non, non, moi je vais bien. Hein. J'ai lu le Progrès de Lyon, c'est pas moi, je vais bien. Vous inquiétez pas ». Donc il y a eu toute cette enquête, mais la Cassagne, il n'a pas fait que ça. On a eu quelques... Alors, hop, le photographe, on va l'avoir. Alphonse, pardon, c'est Alphonse Bernou. Donc, vous voyez, c'est un grand photographe, et c'est lui qu'on a fait intervenir. Donc là, sur cette première affaire, il y a les experts. Et puis ensuite, il va y avoir d'autres affaires, par exemple l'affaire Échalier, où là, on va retrouver un vieillard, Claude Moiroux, qui est décédé de deux projectiles. Deux projectiles qui l'ont tué. Il a été agressé chez lui. Et il n'est pas décédé aussitôt. Les armes à feu de l'époque n'étaient pas forcément d'une grande puissance. Les gens agonisaient très fréquemment suite aux plaies par arme à feu. Et donc, lors de son agonie, ce brave monsieur va accuser quelqu'un. Mais on ne sait pas s'il accuse vraiment, ou s'il demande de l'aide, ou s'il donne le nom parce qu'il aime bien la personne. Mais on va l'accuser. Et là, la Cassagne va avoir une idée qui n'avait jamais été faite. Il commence à réfléchir, parce que lorsqu'il extrait du corps les balles, il se rend compte que cette balle, elle a une cannelure. La deuxième balle qu'il extrait a une cannelure aussi. On a une personne qu'on a accusée à tort, qu'on s'est rendu compte, on a dû la libérer, mais il y a une autre personne qu'on a interpellée entre deux, Échalier, qui était un jeune musicien, et lui on le soupçonne fortement, sauf que Échalier, il ne veut pas avouer. Il dit que c'est pas lui. On n'a aucune preuve. Et là, la Cassagne, on va saisir l'arme, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas besoin de port d'armes, il avait bien un revolver. On va saisir ce revolver, et la Cassagne va faire une demande au juge Vial, que le juge Vial va trouver, sur le coup, complètement délirante. Il va demander à prendre un corps de sa faculté et à tirer dessus. Ça va être la première personne qui va tirer sur un mort, qui va faire un test balistique. Sauf qu'avec ce test balistique, qui peut nous paraître violent, c'est lui qui a découvert que chaque arme signait son crime, qui a découvert les traces de sillons qu'on avait sur les balles. Là, en plus, on avait un revolver qui avait été mal réparé, la vis de la mire rentrait et rayait complètement la balle. Mais c'est lui qui a découvert ça. Dans une autre affaire qui aura lieu 1 an après, la Cassagne va se rendre compte, toujours des plaies par arme à feu, il va se rendre compte que selon les plaies, elles ne sont pas pareilles. Il y en a qui ont comme
l'apparence d'un tatouage dessus, il ne comprend pas. Il y en a qui n'ont pas de tatouage, donc il va renouveler son expérience de tir, mais là il va la renouveler différemment. En mettant des mêmes couches de vêtements que portait le défunt, pour voir les différences. Parce qu'il y a aussi des tissus de vêtements qui sont brûlés. Et la cassagne va définir le bout portant, le bout touchant, toutes les distances de tir, c'est lui qui va comprendre. Il va même comprendre l'angle de tir et réussir à donner la taille de la personne qui a tiré par rapport à l'angle de tir sur le corps. La cassagne était un véritable génie. C'était quelqu'un qui était vraiment passionné par tout ce qu'il faisait, qui est totalement passionnant. Pour moi, c'est un peu le Léonard de Vinci de la médecine légale, parce que on pourrait en parler des heures de toutes les inventions qu'il a eues, mais il n'avait pas que ça, il avait sa théorie. Puisque je vous ai dit au début qu'il y avait d'un côté Alexandre Lacassagne, l'école lyonnaise, on avait l'école turinoise, Cesare Lombroso. Les deux hommes se connaissent, les deux hommes sont amis, il n'y a pas de souci, mais les deux hommes s'opposent. Alexandre Lacassagne est partisan du bouillon criminel. Sa théorie à lui, c'est que chaque société a ses microbes. Si le microbe, on le plonge dans un bouillon criminel, on en fait un criminel. C'est-à-dire, vous prenez une personne normale, vous la mettez dans un gang, elle fait partie du gang. Elle devient violente, elle peut devenir tueur, trafiquant de drogue, tout ce que vous voulez bien. Vous prenez cette personne, vous la retirez du gang, vous pouvez lui donner la rédemption. Vous pouvez en refaire quelqu'un de bien. Ça, c'est la théorie de Lacassagne. Son ami Cesare Lombroso, lui, c'est la théorie du criminel né. C'est dans les gènes, c'est de l'atavisme. On est criminel parce que c'est dans nos gènes, parce qu'on ne peut rien changer. Alors ce qui est très intéressant par rapport à ces deux théories, c'est qu'on pourrait croire que le plus doux, entre guillemets, c'est Lacassagne, et le plus dur, c'est Lombroso. Ben non, parce que Lacassagne était un fervent partisan, il a changé sur la fin de sa vie, mais dans une grande période de sa vie, de la peine de mort, et c'est grâce à Cesare Lombroso et la théorie du criminel né que sont apparues les circonstances atténuantes. Parce que justement, si c'est dans les gènes de la personne et que c'est pas de sa faute, c'est pas vraiment de sa faute. Il faut lui trouver des circonstances atténuantes. Et Lacassagne, il n'avait pas que ça pour prouver le bouillon criminel. Alors je devrais avoir honte de vous dire ça. Pour lui, plus une personne avait de tatouage, plus elle était violente, plus c'était un criminel. Tout simplement parce que dorénavant, le tatouage a un côté esthétique, mais au 19e siècle, c'était surtout les Apaches, les bagnards qui étaient tatoués. Et en fait, la plupart des tatouages n'avaient pas lieu dans des salons de tatouage, mais en prison, au bagne, dans une cave de voyous, et il collectionnait les tatouages. Il collectionnait les tatouages, il a fait des œuvres sur les tatouages, et il a tellement été passionné par les tatouages que son fils Jean Lacassagne s'est intéressé aux tatouages et est devenu un des plus grands dermatologues, et qu'il a lancé les bases de la dermatologie, parce qu'il étudiait aussi le tatouage. Et donc il arrivait à étudier tout. Alors donc là, ça vient de la collection personnelle de Lacassagne, parce que il faisait des photos, et avant de faire des photos, il avait mieux que ça, il prenait du tissu de lin très très fin, qu'il huilait légèrement, et avec un crayon, il allait décalquer. Parce que Lacassagne s'était lié, il se liait avec les personnes qui étaient des criminels. C'est-à-dire qu'une fois qu'il les avait fait condamner, parce qu'à l'époque, un médecin légiste plaidait au tribunal, il allait apporter les preuves de ses expertises, et il allait dire si la personne qui était présente selon l'expertise qu'il avait faite, si elle était innocente ou coupable. Parce que ça, c'était très important pour Lacassagne. Jamais il n'aurait dit mon expertise c'est ça, en revanche je sais pas. Voilà, quand il allait donner une expertise, c'était vraiment que soit il apportait l'innocence, soit il apportait la culpabilité. Et donc il est allé voir des personnes qu'il avait fait condamner en prison, en un pour leur tatouage, et en deux il leur a dit ça vous dérangerait pas de me raconter votre vie? Pourquoi vous en êtes venu là à tuer? Parce qu'il l'a fait avec des petits voyous, mais il l'a fait aussi avec, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, Riquetto. Riquetto qui est considéré comme Vacher, comme l'un des premiers tueurs en série. C'était un dépeceur. C'était Riquetto le dépeceur. Et Riquetto, vous pouvez trouver ce livre, c'est le livre des vies, j'ai dû le noter, à chaque fois j'ai un doute. Le livre des vies criminelles, qui est toujours édité. Il y a un auteur qui a repris, qui a retransféré tous les écrits de Lacassagne en les expliquant un peu, et vous avez sa correspondance. Excusez-moi, j'ai une petite crève. Vous avez sa correspondance avec des tas de criminels. Parce que Lacassagne, il était comme ça.
C'était vraiment quelqu'un qui il collectionnait tout. Et donc, il avait ses échanges, et puis en plus, il faisait ses fiches. Voilà. Né le 21 avril 1887 à Frelon, exerçant la profession de manœuvre, arrêté telle date. Il y avait tout le cursus de la personne, la description et les endroits des tatouages. C'est-à-dire qu'en même temps, il avait la même technique, plus ou moins, que Bertillon. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du bertillonnage. Voilà. Et donc, il travaillait toutes ces choses-là. Mais le tatouage, pour lui, ça allait très très loin. C'était une véritable passion. Et un jour, il a rendu service à une personne qui travaillait à Sèvres. À l'époque, à Sèvres, c'était la grande manufacture de la vaisselle. Et cette personne à qui il a rendu service lui a dit « Moi, je voudrais vous faire un cadeau. » « Vous voulez me faire un cadeau? Qu'est-ce que vous voulez me faire comme cadeau? Vous voudriez pas un service de vaisselle à vous, personnalisé? » La Cassagne trouve ça un peu stupide, et là, la Cassagne, il a une idée. Ah oui, juste avec des tatouages de condamnés à mort. Il a fait reproduire. Vous avez quelques pièces qui sont visibles quand vous allez au musée du crime qui est à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, près de Lyon, l'école des commissaires de police. Et les autres pièces du service nous appartiennent. Nous, AFIT, on est dedans, et on a des gros collectionneurs, on a un gros fonds historique sur tout ce qui est la médecine légale. Et donc, il collectionnait ces tatouages. À l'époque, c'était... Il faut savoir que la plupart des gens, à l'époque, étaient tatoués au couteau et à la cendre. C'était pas le petit dermographe que vous avez aujourd'hui qui picote un peu, puis qui fait un peu plus mal quand vous arrivez sur les os. Non, non. C'était au couteau et à la cendre. Donc, vous aviez déjà des traits qui n'étaient pas très fins, mais surtout, vous aviez la douleur et les risques d'infection. En fait, comme je ne m'occupe pas de mes notes, je récite tout par cœur, je me rends compte que mes diapos sont pas dans le bon ordre. Donc, le milieu social est le bouillon de culture de la criminalité, le microbe c'est le criminel, un élément qui n'a d'importance que le jour où il trouve le bouillon qui le fait fermenter. C'est la citation exacte de la Cassagne. Et son autre citation très connue, quand vous cherchez citation Alexandre Lacassagne, c'est « Vous aurez les sociétés ont les criminels qu'elles méritent ». Parce que Lacassagne était aussi un des premiers à savoir que la société crée les criminels. Parce qu'à Lyon, dans les années 1870-1880, vous avez les grands attentats anarchistes. Vous avez les gros problèmes de l'anarchie. Et donc, lui, il est persuadé aussi que c'est la société qui a créé ces anarchistes. Et donc, plus il y aura d'anarchistes, plus il y aura de gens mécontents, entre guillemets, de la société, plus on risquera d'avoir des criminels. Et donc, à l'époque, on faisait même des illustrations. Alors, on peut remarquer que Alexandre Lacassagne est très réaliste. Ensuite, le cadavre est assez... C'est l'ellipse artistique. On va dire que c'est l'ellipse artistique. Voilà. Et Lacassagne a travaillé sur des affaires très impressionnantes. Parce que l'affaire de l'île Barbe, par exemple, la première, ou l'affaire Échalier, elles sont très très importantes dans l'évolution de la médecine légale et de la criminalistique. En revanche, elles ne sont pas connues. Par contre, Sadi Carnot, qui a été président de la République, vous en avez tous entendu parler, c'est lui qui a fait l'autopsie de Sadi Carnot, puisqu'il a été assassiné justement par un anarchiste à Lyon. Ce monsieur-là, vous en avez très certainement entendu parler. C'est Joseph Vacher. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film avec Galabru, Le juge et l'assassin. Voilà, c'est inspiré de la vie de Joseph Vacher. Joseph Vacher, c'était un violeur, un éventreur, c'était vraiment quelqu'un de très bizarre. Et ce qui est très bizarre aussi, c'est qu'à l'époque, on a, enfin pas bizarre, mais qui est génialissime, c'est qu'à l'époque, on a eu des gens qui se sont rencontrés, qui étaient faits pour se rencontrer. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure du juge Vial. Le juge Vial qui a donné l'autorisation à Lacassagne, justement, de faire du tir sur cadavre. Chose qu'à l'époque, voilà, c'était insensé. Mais Vial était aussi quelqu'un de très très fort. Vial a aussi eu ses inventions. C'est lui le premier, pour l'affaire Vacher, qui a eu l'idée, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, de relier des affaires non élucidées ensemble et de comprendre qu'on avait un criminel qui se déplaçait. C'est le premier qui a fait, comme vous voyez encore dans les films aujourd'hui, les cartes avec les punaises et les fils qui parcourent. C'est Vial. Et Vial est allé très loin. Parce que lui, à un moment donné, pour sa défense, il se faisait passer pour fou, on n'a jamais su, il était très très bizarre. Il a dit que s'il avait fait ça, c'était parce que Saint-Pierre lui avait demandé.
Saint-Pierre lui a demandé, parce que s'il tuait tous ces gens-là, on lui remettrait les clés du paradis. Et un jour, Vial est venu à la prison, il est allé voir le directeur de la prison, donc à l'époque les géoles c'était des sacrées clés qu'ils avaient. Il a dit, vous pouvez me remettre les clés de la prison, 2 minutes? Il est allé le voir en cellule, il lui a dit, je viens de la part de Saint-Pierre, on va résumer, ça a été un peu plus long que ça, je viens de la part de Saint-Pierre, il m'a dit de vous remettre les clés du paradis, mais à une seule condition, il faut expier vos péchés. Et cet homme qui ne voulait rien avouer, il a vu les clés, il a tout balancé. Et donc on a vraiment eu la chance que ces gens-là se croisent. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est eux, ah bah Sadi Carnot il est là. Et c'est eux qui ont réussi à donner ce qu'on a aujourd'hui, voilà, les vrais experts, la vraie police technique et scientifique. Faut savoir, alors maintenant c'est plus la PTS, maintenant c'est la SNPS. Et il faut savoir qu'elle est toujours à Lyon, plus exactement à Écully. Elle est à Écully qui est juste à côté de Lyon. Et la Cassagne, il était tellement impressionnant qu'un jour, il y a un criminel qui lui a offert son corps. Là, je plaisante pas, je vais vous résumer l'histoire. On a 2 beaux salopards qui sont en train de boire dans un bouchon, dans un bar. Au bout d'un moment, le bar se vide et il ne reste dedans que la patronne du bar. Et puis, il y en a un des deux qui dit, il y a la recette. La vieille, elle est un peu... On va la chouriner, puis on va partir avec la recette. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils égorgent cette pauvre femme, ils volent la recette, et il faut savoir qu'avant, c'était des Apaches. Les Apaches, alors les Apaches étaient des anarchistes, mais tous les anarchistes n'étaient pas des Apaches. C'est un peu différent. Mais c'était des vrais voyous, et une de leurs signatures, pour montrer qu'ils emmerdaient la société, c'était qu'ils déféquaient sur les lieux de leurs crimes. Et donc, ils sont allés déféquer, il y en a un qui était allé déféquer sur le lit de la victime. Quand la Cassagne est arrivée sur place pour s'occuper du corps, faire la levée de corps, chose qui ne se faisait pas à l'époque, il a dit ça, je l'emmène et je l'analyse. On l'a pris un peu pour un fou, mais pourquoi analyser des excréments? C'est pas ce qui va identifier le tueur. La Cassagne est partie avec son bout de caca. Il est rentré en son laboratoire et pendant ce temps-là, il y a eu des témoignages, il y a des gens qui ont dit « Ah ben on a vu un tel et un tel, ils étaient dans le coin. » Et là, on va arrêter 6 hommes. Il y a 6 hommes qui sont arrêtés. Sauf que les 6 sont des Apaches. Il n'y en a aucun qui va balancer l'autre, même s'ils sont au courant. Personne ne dit rien. Et la Cassagne, lui, il entreprend l'analyse des excréments. Et dans ces excréments, il va trouver des amibes. Et dans les amibes qu'il va trouver, il va trouver des amibes qu'on ne trouve pas en France. Mais des amibes que lui, il a déjà vues. Quand il était à Saïda. Et donc, ce qui lui vient aussitôt à l'idée, c'est que cette personne a séjourné à Saïda. C'est donc quelqu'un qui était dans les Baddaf. On va vérifier leur tatouage. Les Baddaf, ils étaient tous tatoués dans les bataillons d'Afrique. Et là, il y avait le dénommé Gommier. Eh ben, il a été obligé d'avouer. Parce qu'on l'a mis vraiment dans le fait accompli. Il savait très bien qu'en avouant, à l'époque, ça pardonnait pas, c'était décapitation. Il savait très bien qu'il risquait la peine de mort en avouant, et quand il a avoué, il a dit par contre, professeur Lacassagne, je suis tellement épaté que je vous offre mon corps pour vos élèves. Et donc, quand vous allez à Écully, vous avez déjà le moulage de ce tueur qui a été fait, vous avez le moulage en plâtre, et vous avez toujours son squelette, gommé, décapité à Lyon, le 10 février 1900. Dans les grandes affaires, je vous en parlais tout à l'heure, il y a aussi Riquetto. Donc l'affaire Riquetto, ça a été très très impressionnant. Et c'est aussi grâce à la Cassagne que Riquetto a été interpellé. Mais pensez pas non plus que je vais vous raconter toutes les histoires en profondeur, parce que je suis aussi là pour vous vendre des livres à la fin. Donc moi j'écris sur la Cassagne, je suis passionné par la Cassagne, mais si je vous raconte tout, au bout d'un moment, j'aurais plus rien à vous dire. Mais c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et surtout dans une des choses aussi très impressionnantes que la Cassagne a créées, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler des archives d'anthropologie criminelle. Et ben c'est la Cassagne l'inventeur. C'est la Cassagne qui a commencé à faire ça. Et donc, les archives d'anthropologie criminelle, c'était quoi? Au début, ça a débuté à Lyon. Et on a eu des médecins de toute la France,
de toute l'Europe qui ont fait des articles dans cette revue d'après les affaires qu'ils ont faites. Et donc à chaque fois, vous aviez un fascicule qui paraissait tous les mois, et à chaque fois vous aviez un des médecins. Voilà, là celui-ci c'était Lacassagne lui-même qui l'a fait, les exécutions militaires des condamnés à mort. Et vous avez eu pendant des années et des années une véritable bible de la criminologie qui a été effectuée. Tout simplement avec ça. Parce que Lacassagne, malgré tout le travail qu'il avait, parce qu'il était aussi professeur, hein, il donnait toujours des cours à ses étudiants. Quand il a pris la médecine légale à Lyon, qui avait toutes ses affaires, lui, il a continué. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de criminalité. Vous voyez tous la taille de la ville de Lyon. Est-ce que vous saviez donc Lyon est divisé en arrondissements? Est-ce que vous saviez à l'époque, à peu près, d'après vous, combien il y avait de policiers par arrondissement? Est-ce que quelqu'un a une idée? Il y en avait 2 par arrondissement. On avait très très peu d'effectifs. Et en plus, j'ai eu la chance, quand j'ai commencé à travailler sur le premier, l'affaire de Lilleberg, quand j'ai fouillé dans toutes les archives, dans tous ces papiers, je suis tombé sur des rapports de police très spéciaux. Il faut savoir qu'à l'époque, à Lyon, on avait les commissaires spéciaux de la sûreté. C'était des commissaires qu'on avait justement créés parce qu'il y avait trop d'attentats anarchistes, il y avait trop d'anarchistes, et on a créé des flics où il n'y avait personne au-dessus d'eux. Ils étaient intouchables. Et le problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu le commissaire Morin, qui était corrompu, et surtout on a eu Auguste Jacob, qui était sous-inspecteur, qui est certainement un des policiers les plus corrompus qui n'ait jamais existé. Vous mettriez ça dans un film, on n'y croirait pas. C'est-à-dire qu'il y avait une femme qui venait porter plainte pour viol, il la reviolait. Enfin, comme ça vaut au moins pourquoi elle venait. Hein. Il allait faire une perquisition, tout ce qui traînait, il le prenait. Ce type était le plus corrompu qu'il y a eu. Bien sûr, il a fini par être viré de la police. Et donc, on avait beaucoup de criminalité. Et malgré tout ça, malgré les cours à la faculté, malgré la médecine légale, c'était un auteur qui a fait des tas de livres. Des précis de médecine judiciaire, le vadémécum du médecin expert, ma verte vieillesse. Il a sorti pas mal de livres au fur et à mesure. Et surtout, pourquoi il a écrit ces livres et qu'il a fait toutes ces choses-là? Il s'est rendu compte qu'il y avait un souci. C'est-à-dire que les gens ne restaient pas dans la médecine légale. Ils faisaient un peu de médecine légale, puis au bout d'un moment, ils se disaient, bon, c'est un peu sale, c'est ragoûtant, j'arrête, je fais autre chose. Donc les médecins légistes changeaient sans cesse. Et c'est lui qui a décidé qu'il y aura un protocole d'autopsie. C'est-à-dire, on doit faire ça, ça et ça, on doit noter ça, ça et ça, on doit peser ça, ça et ça. C'est-à-dire que du coup, après, pour la police et les tribunaux, quand on prenait un rapport d'autopsie, on avait toujours le même déroulé. Il n'y avait rien qui n'était oublié. Parce qu'il faut savoir que quand il y a un oubli dans une autopsie, ça peut arriver. Une des plus célèbres en France que vous avez tout entendu parler, c'est l'affaire Grégory. L'affaire Grégory, le gros souci qu'il y a toujours eu à l'époque, c'est qu'on ne savait pas où était décédé le petit Grégory. S'il a été noyé vraiment dans la Vologne, s'il a été noyé dans une baignoire, s'il a été noyé dans une piscine, alors que si on avait fait un prélèvement correct de ce qu'on appelle les diatomées, on aurait su exactement quelle eau l'avait asphyxié, l'avait tué. Et donc, Lacassagne a inventé ça pour être tranquille. Au fur et à mesure, il a fait tout ça. Et puis surtout, Lacassagne, il y a eu quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il a eu un de ses élèves qui est devenu très célèbre. C'est Edmond Locard. Parce qu'Edmond Locard, c'est lui qui a créé le premier laboratoire de police. Et il n'a jamais été policier, hein. Il était médecin. Et surtout, Edmond Locard, il a aussi créé cette grande théorie « Nul ne peut agir avec l'intensité que suppose l'action criminelle sans laisser des marques multiples de son passage ». La phrase peut paraître compliquée, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui a compris que si quelqu'un s'introduisait quelque part, il allait laisser des traces, que ce soit des empreintes, que ce soit des cheveux qui allaient tomber, peu importe, ou si on frappait quelqu'un, qu'on a laissé des traces. Et qu'avec ces traces, on allait pouvoir de trouver le coupable. Et c'était en quelle année ça Edmond Locard, la création du laboratoire de police, alors le premier a été dans les bureaux, ça doit être 1904 et 1910, le premier laboratoire de police. À Lacassagne a été, là je suis obligé de reprendre ma feuille parce que les dates, les dates, et
Et j'ai rien oublié. Si, il me reste une phrase. Et en plus de ça, il a inspiré à ses élèves, donc travailler avec eux sur 225 thèses. Donc vous vous rendez compte de la folie de travail de cet homme. Et en fait, il va décéder le 24... Alors là, excusez-moi, là, parce que les dates... Il va décéder le 24 septembre 1924, 7 mois après avoir été renversé par une voiture. En fait, il est décédé des suites d'un accident de voiture. Il y a une voiture qui l'a renversé. Les funérailles civiles ont eu lieu le surlendemain à 9 h du matin, sans la pompe avec laquelle on aime alors entourer ce genre de cérémonie. Il avait demandé à ce qu'il n'y ait presque personne à son inhumation. Il en avait réglé lui-même ses propres obsèques à l'époque. Donc même là, il avait été précurseur, parce que ce qu'on appelle le contrat-obsèque aujourd'hui en France, ça n'existait pas. Mais lui avait tenu à avoir tout le déroulé, sans aucun apparat, sans aucun discours. Le corps avait été transporté dans une des salles de la faculté de médecine. La foule des amis, des admirateurs du célèbre criminologiste, qui fut un grand citoyen, défila devant le cercueil, note le progrès du 27 septembre. Puis, lorsque fut terminé le long défilé, le corps fut transporté à Bénaud, dans l'Ain, où la famille seule assistait à l'inhumation. Donc là, on a la tombe d'Alexandre Lacassagne. Par contre, ce que le journal ne dit pas, c'est qu'avant tout ça, Lacassagne avait voulu, dans son testament, entre guillemets, que son remplaçant l'autopsie juste avant. Parce qu'il décrétait que si lui avait autopsié les corps, pourquoi le sien ne serait pas autopsié? Et il a été autopsié. Voilà. Donc vous voyez que toute la criminologistique a changé à cette époque. Et encore, je l'ai survolé en une demi-heure. Vous pourrez y passer des heures avec toutes les citations, toutes les grandes affaires qu'il y a eu. Maintenant, si vous avez quelques questions autour de Lacassagne, je suis là pour y répondre si ça vous intéresse. Et j'espère d'ailleurs que ça vous a intéressé.